Mesdames, Messieurs, chers collègues, notre séminaire s'achève, mais je ne peux pas dire achève pour l'inachèvement. Je ne peux pas dire prend fin parce que l'inachevé demande de continuer de travailler. Donc je dirais plutôt, et c'est plus vrai, s'accomplit par cette conférence qui sera donnée par M. Luciano Canfora, qui est professeur à l'Université de Bari. L'histoire que nous avons essayé de parcourir, aussi bien au point de vue de la méthode que par quelques grands exemples historiques, trouve aujourd'hui, je dirais, un cas emblématique, exemplaire. Il l'est devenu grâce au travail de M. Canfora, puisque nous partirons d'un fragment ancien et nous arriverons à ce siècle. L'histoire de ce fragment étant encore, disons, en pleine ébullition. Et je ne dis rien de plus parce que c'est vraiment un puzzle où l'intelligence exotique de M. Canfora a déployé tout son art. Et Luciano Canfora est l'un des plus éminents historiens et philologues de l'Europe. Sa vaste érudition, son immense savoir historique, ses lectures encyclopédiques, sa passion pour la liberté, lui permettent de déployer sa vision herméneutique des classiques grecs à la bibliothèque de Photius, de la civilisation latine à l'historiographie européenne sur les cultures classiques, de Byzance à l'histoire du XXe siècle, notamment l'histoire du fascisme italien, aussi bien que des mouvements révolutionnaires internationaux. Sa bibliographie est elle-même une vaste bibliothèque, et je me limite ici à citer simplement quelques ouvrages qui témoignent de la géographie sans frontières de son savoir historique, et je ne citerai pour la plupart que des textes qui sont traduits en français. Je voudrais évoquer d'abord, c'est un peu son commencement, les livres de 1967 et 1970 sur Démosthène et Thucydide, et puis un livre qui est déjà un manifeste, même s'il était tout jeune à l'époque, Conservation et disparition des classiques, Padoue 1974, et puis plus tard, en français, la véritable histoire de la bibliothèque d'Alexandrie, publiée chez Desjonquières 1988, les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, presse universitaire de Lille en 88, les chemins du classicisme 89, en français, la démocratie comme violence, Paris Desjonquières 89, Thucydide l'impero, la presa di Melo, la terza 92, Diodore de Sicile, c'est une édition d'un texte célèbre, la révolte des esclaves en Sicile 92, et puis encore des études de l'histoire de l'historiographie romaine 93, la vie de Lucrèce 93, en français, l'histoire de la littérature grecque d'Homère à Aristote, toujours Desjonquières 1914, le mystère, toujours en français, Thucydide, enquête à partir d'Aristote chez le même éditeur, la Biblioteca del Patriarca, Fozio censurato nella Francia di Mazzarino, 98, mais avec traduction française aux belles lettres en 2003, une profession dangereuse, les penseurs grecs dans la cité, traduction française 2001, Jules César, le dictateur démocrate, Flammarion 2001, Noi e gli antichi, nous et les classiques, on pourrait dire, Rizzoli 2002, le copiste comme auteur, d'abord en italien en 2002, mais traduction française en 2012. Et en 2003, chez Flammarion, l'imposture démocratique du procès de Socrate à l'élection de George W. Bush. Histoire de la littérature grecque à l'époque hellénistique,
paru à Arles, Harmonia Mundi 2004. Un texte intéressant à la fin du fascisme italien, Il Papiro di Dongo, Adelphi 2005, Livre et liberté, notre manifeste magnifique, La Terza 2005, La démocratie, histoire d'une idéologie, au Seuil 2006, L'œil de Zéus, écriture et réécriture de l'histoire, Paris 2006, et puis un texte qui a été discuté en toute l'Europe, Exporter la liberté, échec d'un mythe, Paris 2008, Liberté et Inquisition, une aventure éditoriale au temps de la Contre-Réforme, Paris 2009. Après, en italien, L'uso politico dei paradigmi storici, l'usage politique des paradigmes historiques, 2010. En français, maintenant, La nature du pouvoir, Belles Lettres, 2010. Puis un texte très beau, La crise de l'utopie, Aristophane contre Platon, La Terza 2014, et plusieurs volumes en italien, en anglais, en français à partir de 2007 sur le faux papyrus d'Artémidore dont il sera question aujourd'hui. Vous en avez déjà une anticipation, je vous conseille vivement ce volume, La fabuleuse histoire du faux papyrus d'Artémidore, publié chez Anacharsis cette année même. Je n'ai fait à mon tour qu'un résumé très bref de l'immense savoir et capacité de mettre sur la scène d'aujourd'hui pour notre temps les aventures de la pensée, les faits, les batailles de l'histoire. S'il y a un auteur qui a pu nous montrer que la culture grecque et latine sont non pas simplement un patrimoine qu'on met comme ça dans une bibliothèque, mais je dirais la sève vivante de notre débat institutionnel, culturel d'aujourd'hui, c'est bien Luciano Canfora, et je sens le privilège et le bonheur également de lui demander de conclure pour cette année notre séminaire, et je le remercie infiniment. Merci donc. J'ai intitulé ce rapport « Un papyrus célèbre, chef-d'œuvre inachevé ». L'objet dont on va parler, à savoir le papyrus dit d'Artémidore, se trouve à l'heure actuelle sous la loupe de l'autorité judiciaire à Turin, ville où l'achat eut lieu octobre 2004. L'enquête concerne, semble-t-il, en premier lieu, les procédures adoptées pour l'achat. On va voir la suite. Notons d'ailleurs que la fondation bancaire qui acheta le papyrus avait été persuadée, quoique en absence d'une vraie expertise internationale, que l'objet était authentique. Détail qui enrichit de nuances ultérieures l'enquête en cours. Au moment où, il y a 10 ans, l'authenticité de cet étrange objet fut contestée, on essaya de protéger le faux en fabriquant un autre faux, à savoir le célèbre Convolut, mot allemand, ou pour mieux dire la photo, un exemplaire unique du Convolut, autrement dit la photo d'un papier mâché historié de syllabes grecques tirées du texte et ajoutées après coup. La police scientifique l'a démasqué tout de suite au moyen d'un certain nombre
d'analyse et de publications techniques qui ont largement circulé. Le photomontage qui aurait dû attester l'authenticité du papyrus aboutit au résultat contraire. Les doutes sur l'authenticité augmentèrent de beaucoup grâce à l'exhibition du convolute. Il s'agit donc d'un papyrus qui, dès le début, aurait dû être inscrit parmi les objets modernes et qui va terminer, hélas, son existence dans les tribunaux de la République. Comme nous le verrons dans la suite, l'auteur, très habile de ce faux, a été finalement identifié. Il s'agit du roi des faussaires du XIXe siècle, vrai cauchemar de son vivant, des bibliothécaires et des archivistes, le grec Constantin Simonides, 1820-1890 environ. On ignore la date exacte de sa mort. Il avait diffusé la notice de sa mort en 1867 pour travailler tranquillement dans la suite. Auteur d'une riche collection de papyrus conservés au musée de Liverpool. L'Artémidore a l'air d'être l'un de ses derniers chefs-d'œuvre, créé lors de son séjour anglais, terminé brusquement par sa fuite en 1867. Poursuivi en justice pour ses faux, dont le plus éclatant et scandaleux fut le faux papyrus de l'Évangile de Matthieu, 1861, Simonides dut s'enfuir en délaissant ses créations aux soins de son protecteur et complice, le collectionneur égyptomane Joseph Mayer. Les trésors de la collection Mayer sont conservés depuis la fin du XIXe au musée de Liverpool, y compris en sections séparées les faux de Simonides. Ces vicissitudes expliquaient bien pourquoi l'Artémidore, en son genre un vrai chef-d'œuvre, est resté justement inachevé. Considérons donc de plus près en quoi consiste ce papyrus. Sur l'écran, vous avez la colonne 1 et ce qui reste de la colonne 2, un morceau de la troisième anneau. De plusieurs points de vue, il apparaît comme un produit unique. La liste de caractères qui le rendent unique fut dressée, ironie de l'histoire, par Madame Kramer, professeure à Trèves, qui a le mérite de l'avoir publié et qui l'avait pris pour authentique. Sur le recto, on trouve 5 colonnes de texte grec. Voilà la quatrième. Ça, c'est le papyrus au moment où on a mis en ordre les morceaux dont il consiste. Voilà la troisième isolée. Et là, un certain nombre de sujets, vous voyez peut-être des traces d'un fleuve, des maisons, ça voudrait être une carte géographique. Sur le recto, comme je le disais, on trouve 5 colonnes de texte grec de longueur variable. Au début et à la fin du rouleau apparaissent des têtes humaines. Entre les colonnes 3 et 4 figure un croquis vaguement géographique, celui-là, ou plutôt un paysage gobé au début comme carte d'Espagne. En effet, lorsque vers 1980, le papyrus fut montré au grand papyrologue allemand Können, le mot grec Iberia, Espagne, figurait au milieu du croquis. Ensuite, le mot a disparu.
miracle. Mais ce n'est pas fini. Dans les presque 70 centimes sans écriture après la 5e colonne, ressort une collection de 6 mains et 6 pieds. Le verso est occupé par une quarantaine de figures d'animaux, accompagnées de légendes parfois comiques, telles que le masculin tigros, qui n'existe pas en grec, peut-être à la française, le tigre. Face à un tel fatras, l'hypothèse des éditeurs et agents intermédiaires de l'achat apparaît tout à fait romanesque. Cette hypothèse prétend que ce papyrus aurait eu 3 vies. Il a vécu 3 fois. En voici le détail. Quelques dizaines d'années après la mort d'Artémidore, en tout cas vers l'an 50 avant notre ère, quelqu'un en Égypte commence à écrire le texte du livre 2 de sa géographie concernant l'Espagne, ayant comme but une édition de luxe. Le texte se termine avec la 5e colonne, ces pauvres lignes pour l'Espagne entière, c'est une folie. Et le rouleau passe dans l'atelier d'un artiste. Celui-ci situe entre la 3e et la 4e colonne le plan de la région que vous avez déjà regardé. Au début, on prétendait que c'était la Bética, la région de l'Espagne méridionale, mais bientôt on abandonna cette hypothèse. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il est finalement impossible d'identifier la région concernée. L'artiste, dit-on, se serait trompé de région. Et c'est la première vie. À ce moment, on a renoncé, chose étrange, à récupérer le travail déjà fait, c'est-à-dire on a renoncé à couper le dessin fautif qui aurait pu aisément être remplacé par la carte désirée, ce qui est normal. Et on a abandonné le travail. Le rouleau serait resté longuement dans les caves de l'atelier. Après des dizaines et dizaines d'années, on a retrouvé le rouleau et on l'a utilisé pour en faire sur le verso un cahier de dessins, oiseaux, poissons, mammifères. Les clients de l'atelier s'inspiraient de ce cahier pour commander des décors pour leur villa. Et c'est la 2e vie. Il s'agit là d'un bestiaire illustré figurant sur le verso des 3 morceaux. Les clients étaient apparemment affectés d'une passion maniacale pour un seul genre de décor, justement les animaux. Et pourtant, au fur et à mesure que le goût des clients changeait, le cahier s'est retrouvé dépassé et par conséquent, il fut une fois encore abandonné, et pour longtemps. Un demi-siècle après, on le retrouva. Et comme il y avait encore sur le recto des parties vierges sans écriture, on en profita. Sur ces centimètres de papyrus, comme on le ferait sur un petit morceau de papier, les élèves d'un atelier d'artistes, le même ou un autre, firent des exercices en recopiant des figures humaines, et c'est la 3e vie. Ce serait donc à ces élèves que nous devons les 6 visages et les pieds et les 7 mains figurant sur le recto. Longtemps après, sous Domitien peut-être, ou encore plus tard, l'objet vivait encore. Ensuite, il aurait été utilisé avec 25 documents, dit-on, personne ne l'a vu, pour le cartonnage d'un masque de momie. Aucune image de ce masque est conservée. Et dans la suite, le masque s'est transformé en convolute.
le papyrus avait résisté tout en passant d'un emploi à l'autre 2 siècles. Le masque, de son côté, eut une existence bien plus durable. Au début du XXe siècle, dit-on, ce masque, dont aucune photo est conservée, figurait dans la collection d'un Égyptien assez connu, Kasha Bapasha, dans la région de Asyut, maintenant inaccessible. Curieux détail, lorsque le masque cachait son trésor papyrologique, tout le monde ignorait le précieux secret qu'il contenait, qu'il cachait. Et ce masque devait nécessairement apparaître un masque quelconque, pas plus intéressant que les nombreux masques circulant dans le marché antiquaire. Il y en a une quantité énorme. Et pourtant, quelqu'un notait ces avatars. Comment expliquer autrement que de ce masque en particulier, on a poursuivi les avatars de l'Égypte à l'Europe? En effet, la légende du masque se déroule jusqu'aux années 70 du XXe siècle, époque où le propriétaire, marchand d'antiquités à Hambourg, Sérop Simonian, s'aperçut que de l'encre coulée du masque exposé au soleil. Il fit déchirer l'objet et voilà bondir du dedans une riche collection papyrologique, un rouleau de 3 mètres et 25 documents. C'est seulement au début des années 80 que des papyrologues ont été admis en présence de ce papyrus, déjà restauré d'ailleurs. Restauré à Stuttgart, dit-on. J'ai fait des recherches, mais à Stuttgart, il n'y a aucun atelier papyrologique. Bref, même les éditeurs n'ont vu que le papyrus. Pour eux aussi, le masque restait un mythe. En 1998, ils publiaient l'édition de la colonne 4, réitérée en 2005, 2006, 2007. Entre-temps, le papyrus est acheté pour environ 3 millions d'euros par la Banque de Saint-Paul, Turin, et exhibé au public pendant 3 ans. Un catalogue somptueux, intitulé « Les 3 vies du papyrus d'Artémidore », est publié en février 2006. Et là, on trouve de nombreuses photos du recto du verso, parfaitement lisibles. En mars 2008, le papyrus se déplace à Berlin à l'occasion de la publication de l'édition critique. Mais, surprise, à ce moment-là, le masque a disparu et l'origine du papyrus est attribuée maintenant au convolute, dont on a montré la seule photo subsistante. Ce convolute est gobé comme remplissage d'objets inconnus. C'est la définition officielle. Remplissage d'un objet inconnu. Incroyable définition. Et vrai coup de théâtre. Ceux qui avaient assuré avoir vu le masque, maintenant disaient tout autre chose, à savoir que le papyrus avait vécu sous forme de convolute à l'intérieur d'un objet inconnu. En avril 2009, une équipe de la police scientifique italienne a présenté au colloque international de Rovereto un rapport publié ensuite dans le périodique Quaderni di Storia, attestant que ces photos étaient un photomontage. En septembre 2010, dans un volume publié à Catane, intitulé « La vraie histoire du papyrus d'Artémidore », la même équipe, en collaboration avec d'autres spécialistes, a ajouté des éléments inconfutables à la démonstration précédente, à savoir que le papier photographique Fujicolor, sur lequel la photo du convolute est imprimée, fut produit plusieurs années après le démontage.
confirmation définitive du fait que la photo du convolute est le résultat d'un photomontage réalisé après coup. Mais comment s'explique-t-il que le faussaire a choisi un géographe mal connu, tel qu'Artémidore d'Éphèse, pour sa fabrication? En effet, le faussaire en question, Constantin Simonides, a témoigné durant toute sa carrière une passion dévorante pour la géographie grecque. Il connaissait bien les géographes mineurs à partir de la collection imprimée par ses amis grecs, les frères Zosimades, et il a créé le faux papyrus du Périple d'Anon, un texte géographique attribué au roi de Carthage, Anon. Et au début de sa carrière, il avait créé un lexique géographique illustré à la manière d'Étienne de Byzance qu'il attribuait à un certain Euluros de Céphalonie, auteur inexistant, Kephalleniaka. En 1850, il avait offert à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg une liste de 80 manuscrits, la plupart imaginaires, dont la moitié ou presque était composée de textes géographiques en épitomé, en résumé. Il offrait les faux, pour ainsi dire, à la carte. Les académiciens russes furent longuement en doute avant de le repousser. Par contre, en 1856, les académiciens de Berlin achetèrent le parchemin 80 feuillets d'un faux Uranios que Simonides avait proposé avec succès à Wilhelm Dindorf, à savoir l'un des princes de la philologie grecque à l'époque. Simonides était toujours en quête de manuscrits grecs de contenu géographique. Il a consulté à la bibliothèque de Heidelberg le Palatinus grec 2009, où la première page contient le périple d'Anon. C'est là qu'il a eu l'idée de créer un papyrus du périple d'Anon. Lors de son séjour à Paris, il a habité longuement Paris, il a fait cadeau de ses publications à l'Institut, à la Bibliothèque nationale, etc. Il a lu un manuscrit qui venait d'être acquis par la Bibliothèque nationale, le supplément grec 443. Et là, il trouvait les œuvres géographiques de Marcien d'Héraclée, l'épitomateur d'Artémidore. Notons que, pour un faussaire, Artémidore était le sujet idéal, auteur dont on connaissait bien l'existence, dont on avait plusieurs traces, mais dont aucun passage s'était littéralement conservé. Sinon, le fragment 21 qu'on trouve juste au début du papyrus. Parenthèse sur la redécouverte d'Artémidore. C'est avec David Höschel, le savant luthérien d'Augsbourg, que Artémidore, le géographe, entre dans l'histoire des études classiques, dans l'an 1600. Höschel publia dans cette année un recueil intitulé Geographica. L'intitulé de la page de titre annonce Marcianus Sciulax Artemidorus Ephesius Dicearch Isidore. Cependant, ce que Höschel appelait Marcien était en réalité le pseudo-Skymnos, et ce qu'il appelait Artémidore était Marcien. Et précisément, un fragment de Marcien, épitomé du périple de la mer intérieure, figurait dans ce recueil comme Artémidore. En se basant sur certains passages de la préface conservée en entière, Höschel avait cru reconnaître dans ce fragment une partie de l'abrégé des 11 livres d'Artémidore fait également par Marcien. C'est peu compliqué, mais c'est l'histoire. La présence d'Artémidore dans le recueil qui fait autorité, les géographes grecs mineurs, édité par
Karl Müller dans la collection Didot, 1856, est marginal. 2 pages à la fin du volume. Par ailleurs, l'année suivante, un grammairien très habile, Robert Stiele, publia dans la Revue Philologus un recueil bien fait des fragments d'Artémidore, y compris le faux humanistique sur le Nil. Ce recueil a grand mérite, mais il maintient l'idée fausse qui avait déjà circulé au XVIIe siècle de l'existence de 2 épitomailles, des résumés d'Artémidore. L'une desquelles due à Artémidore lui-même, idée fausse qui subsiste encore dans la première édition de l'encyclopédie Pauli, ensuite Vissova, 1866. Situation idéale pour créer un papyrus d'époque ptolémaïque contenant justement un morceau de cet imaginaire épitomé d'Artémidore par lui-même, qui n'a jamais existé. En effet, ce que le papyrus lancé en 1998 contient est tellement schématique et mince qu'on ne peut pas prétendre qu'il soit un fragment du texte intégral de l'immense géographie d'Artémidore. Que d'ailleurs le texte du papyrus se présente comme partie d'une épitomée, d'un résumé, est affirmé ouvertement à la colonne 5, ligne 14, où l'on lit « Lepsomen nun ton paraplun autes en epitomé ». Maintenant, nous commençons le résumé de l'Espagne. Ce qui d'ailleurs est décisif pour juger de ce papyrus, ce sont les fautes historiques et les anachronismes. Le vrai Artémidore, de son côté, ne se limitait pas au périple, à la description des côtes de l'Espagne. Il parlait de l'ensemble de la région, de tout point de vue géographique, ethnographique, linguistique, etc. Et son récit dit martien était du même genre que celui de Strabon. L'idée de faire apparaître dans un papyrus remontant au 1er siècle de notre ère un morceau de l'épitomée d'Artémidore a comme présupposé l'existence d'une épitomée faite par Artémidore lui-même. Car si c'était l'épitomée de Martien, on aurait affaire à un paradoxe. Un auteur du IVe siècle après Jésus-Christ, conservé sur un papyrus du 1er siècle. Une conclusion s'impose. Le propos du faussaire était de créer un objet du 1er siècle, donc une épitomée très proche de l'auteur, c'est-à-dire la prétendue mais inexistante épitomée faite par Artémidore lui-même. Pour la colonne 4, il s'est servi d'un passage d'Artémidore, je l'ai déjà dit, le seul fragment connu, littéralement connu, inséré par August Meinecke dans son édition 1849 des Ethnica d'Étienne de Byzance et reproduit identique dans l'édition Stiele. Mais le faussaire ignorait que Meinecke présentait un texte du fragment arbitrairement modifié en 2 lieux, une inversion des mots et la disparition d'un kai. Comme les 2 modifications apparaissent dans le papyrus, la seule explication possible est que le faussaire a suivi Meinecke. L'auteur de ce papyrus est donc redevable à la science du XIXe siècle d'une série de fautes et de conjectures plus ou moins arbitraires qui ont ruiné sa création. Il a eu une autre suggestion qui est à l'origine de l'extravagance qui dépare la première colonne du papyrus
où cet Artémidore imaginaire se prétend géographe et philosophe en même temps. De quoi s'agit-il? Entre 1822 et 1833, furent publiés d'abord à Brno, ensuite à Vienne, chez le libraire de l'université Michael Lechner, 6 petits volumes d'une histoire romaine présentée comme récit de voyage d'Artémidore, d'après le modèle du voyage d'Anacharsis. Auteur d'un tel ouvrage remarquable, quoique labyrinthique et assez confus, était le savant viennois Christoph Kufner, mort en 1846. Titre de cet ouvrage: Artémidore dans l'Empire romain. Artémidore im Reiche der Römer. Puis, à partir du volume 5, simplement Artémidore. Un tel titre s'explique en raison de la structure de cet ouvrage, ou plus exactement en raison de la fiction qui est à la base de cette histoire. Car Kufner imagina, il le dit dans sa préface, que son récit devait apparaître comme le récit du géographe Artémidore d'Éphèse en voyage dans l'Empire. Nouveau Anacharsis, Artémidore en voyage dans l'Empire, racontait l'histoire de l'origine de la République jusqu'à la victoire d'Auguste à Actium, 31 avant notre ère. L'ouvrage obtint un bon succès. Non seulement en Autriche et en Allemagne, on le traduisit en hollandais, on le réimprima en 1949. L'exemplaire que j'ai consulté appartient au fonds ancien de la bibliothèque municipale de Rovereto, en Italie, et il avait appartenu à la bibliothèque privée personnelle d'un juriste et magistrat, Antonio Salvotti, renommé à son époque comme persécuteur des patriotes italiens. La diffusion assez large de cet ouvrage mérite d'être soulignée. Non moins remarquable la présence, dès 1837, d'un exemplaire des 4 volumes, du volume 1 au volume 4, dans la Bibliothèque nationale de Grèce à Athènes, cadeau d'un patriote philhellène qui s'appelait Karolos Bellios, bibliothèque où le bon Simonides a travaillé toujours. Considérons comment Kufner explique son choix d'adopter Artémidore, géographe éphésien, comme nouveau Anacharsis. Je cite sa préface. Le voyageur protagoniste de mon récit est le grec Artémidore. L'Antiquité en a connu 2, le géographe et le philosophe. J'ai pris la liberté de les fusionner et d'en faire une seule personne. Et c'est là pour 2 raisons. D'un côté, on ignore, c'est toujours Kufner qui parle, d'un côté, on ignore presque tout, soit de l'un, soit de l'autre. Donc c'est facile de les fusionner. De l'autre côté, il faut reconnaître que la chronologie n'est pas en contradiction avec une telle fusion. Sur ce point, il s'est trompé complètement. Le plus ancien des 2 fut voyageur et géographe. Strabon le cite, c'est vrai, mais il le cite comme une autorité très ancienne face à Strabon qui vivait sous Tibère. Le cite avec honneur en plusieurs endroits de son ouvrage, du même âge ou presque que Strabon, qui était un peu plus jeune de lui. Cet Artémidore vécut sous le règne de Tibère. Ce n'est pas du tout vrai. Ce qui signifie qu'il avait à peu près 70 ans à l'époque de Trajan. Il s'ensuit qu'il pouvait bien être la même personne que l'autre Artémidore enseignant la philosophie à Rome sous le règne de Trajan, l'ami de Pline le Jeune. Or, si l'identification du géographe Artémidore et du philosophe Artémidore est fantaisiste, ce qui est intéressant, c'est que Kufner présente son idée
non pas comme un caprice littéraire, mais plutôt comme une suggestion légitime. Plus exactement, il commence en disant qu'il s'agit d'un jeu littéraire. J'ai pris la liberté de les fusionner. Mais au fur et à mesure, il s'exprime comme si l'hypothèse de faire une seule personne du géographe et du philosophe et de les fusionner était une possibilité non seulement admissible, mais aussi adoptable. Et en effet, il l'a adoptée. Et par conséquent, il ne dit pas fiction, il dit hypothèse. J'ai adopté cette hypothèse, disent hypothèse, car elle me paraît vraisemblable et appropriée au but de mon travail. Kufner arrive à formuler une telle hypothèse parce qu'il ignorait le témoignage de Martien d'Héraclée, encore inédit à l'époque. Et Martien dit explicitement Artémidore était dans sa maturité dans l'Olympiade 169, à savoir dans l'an 104 avant notre ère. Donc Kufner ignorait lorsqu'il écrivait que le géographe Artémidore était un homme adulte vers l'an 104 avant notre ère. Il l'a appris ensuite et, chose étonnante, il s'est efforcé de s'en tenir quand même sans fléchiment à son hypothèse dans la nouvelle préface au volume 5. En ce qui concerne l'autre Artémidore, philosophe à la fin du 1er siècle, Kufner ne disposait que de la lettre de Pline le Jeune, dans le livre 3 des lettres de Pline. Et pourtant, il reste de l'avis que la fusion de deux Artémidores demeure possible du point de vue chronologique, ce qui apparaît étonnant étant donné qu'un décalage de presque 2 siècles sépare les deux. Mais il se débrouille en disant « à l'époque, on vivait beaucoup ». Circonstance importante. À la Bibliothèque nationale d'Athènes, il y avait uniquement, comme je l'ai dit, les volumes 1 à 4 de l'Artémidore de Kufner. Et non pas le 5e, où Kufner se trouve un peu embarrassé par la chronologie. Et donc, aux yeux de Simonides qui travaillait là, qui était là, qui commençait son travail de fausseur, la fusion de deux Artémidores se présentait comme la forme affirmative, simple et sans nuance que Kufner avait adoptée dans son premier volume. L'auteur du papyrus d'Artémidore a voulu que son Artémidore s'exprimât tout court en philosophe, surtout dans les lignes nombreuses, obscures de la première colonne, là où il s'efforce de démontrer l'identité entre philosophie et géographie. Le comble est que pour prouver cette thèse absurde, il fait recours au langage et aux formules de la théologie byzantine, qui, pour Artémidore, est la seule et vraie philosophie. Conclusion qui s'impose, le grand livre de Kufner, le seul ouvrage au monde qui présente le mot Artémidore comme titre, fut l'une des sources du faussaire qui a créé le papyrus dit d'Artémidore. Et le candidat le plus attitré pour ce rôle est justement Simonides. Que ce faussaire soit lui, soit justement Constantin Simonides, est attesté directement par sa signature, pas tellement cachée, figurant au début du texte. Voyons de quoi s'agit-il. Il faut savoir que, à l'époque où il séjournait au mont Athos, à la Sainte Montagne, entre Vatopédie, Pantélémon, sous la protection de son oncle, higoumène dans ces monastères, Simonides avait réécrit en langue grecque pure, katareusa, le traité de picture sacrée
du moine atonite Denis de Fournat, largement inconnu. Or, il arrive que la phrase initiale de ce traité se retrouve presque identique au début du papyrus d'Artémidore. Denis de Fournat, qui vivait au XVIIe siècle, mais Simonides s'est efforcé de montrer qu'il vivait au XIVe, en changeant son langage, commence son traité par les mots suivants. Celui qui veut apprendre la science de la peinture commencera par s'en approcher et s'y préparer d'avance pendant quelque temps. Ho ten zographiken epistemen matein boulomenos asso de getai prostauten cataproton, etc. Progiumnazetai mericon kairon. Celui qui veut apprendre la science de la peinture commencera par s'en approcher, s'y préparer d'avance pendant quelque temps. Le papyrus d'Artémidore commence par les mots suivants. Celui qui veut entreprendre d'exposer la science-géographie doit se préparer d'avance, préparer son âme par rapport à cette entreprise. Ton epiballomenon geographiate soles epistemes epidexin poiestai autudei. Après avoir copié maintes fois de sa main et réécrit le traité de Denis de Fournat, Simonides l'avait vendu à un savant français, Paul Durand, qui projetait d'en donner une édition accompagnée d'une traduction française. Le manuscrit en question, le manuscrit acheté par Durand, figurait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale parmi les trésors de la bibliothèque municipale de Chartres, gravement endommagé pendant la guerre, sous la cote 1755. Au folio 1, on lisait la note suivante de la main de Durand, reproduite heureusement par Aumont dans son catalogue. C'est pour ça que nous lisons cette note. J'ai payé ce manuscrit la somme de 100 francs à M. Constantin Simonides, Athènes 1847, signé Paul Durand. Le comble de l'humorisme ou de la provocation du du faussaire consiste en ce qu'il a imité dans l'une des têtes du recto du papyrus le portrait qu'il avait lui-même esquissé du maître de Denis de Fournat, le presque inconnu Panselinos. Seule variation, la chevelure. En tant que fausseur, Simonides aime à mélanger ses sources. Pour l'exorde de son Artémidore, il a travaillé en exploitant deux sources. Il a mélangé la structure de l'une, les premières lignes de Denis, avec l'idée force de l'autre, préparer son âme au travail du géographe. Idée force qui lui vient des premières lignes de la traduction française de la géographie générale comparée de Karl Ritter, le plus vénéré des géographes au début du XIXe, à côté d'Alexander von Humboldt. Et c'était un savant italien, Maurizio Calvesi, professeur à Rome, qui l'a constaté en avril 2008. Il a publié dans la presse un article, ensuite un essai dans sa revue, qui a démasqué le faux papyrus d'une façon définitive, au moment où il a montré que le début d'un livre du XIXe siècle se retrouve au début du papyrus. On s'étonnera donc assez peu de repérer des phrases tirées des autres œuvres en grec de Simonides lui-même,
dans le papyrus. J'ai publié ailleurs un choix. Papyrus, colonne 1. Etoimon odiunamenos te episteme taute synagonisastai. Je suis prête à m'engager, à combattre pour la science. Simonides lui-même écrit dans un texte presque inconnu, Epistolimaia diatribe, petit essai de papyrologie qu'il a écrit lorsqu'il vivait à Londres. Etoimos ina iupertes epistemes poieso pan oti duname. Je suis prêt à faire tout le possible en défense de la science. Et encore, Atranteion ekeinon forton bastadzon, c'est le papyrus colonne 1. Baros ou dunamai bastadzein, epistolimaia diatribe. Et on peut voir encore d'autres cas, pantaperix scopunta dans notre texte. Agrupon einai nuctos kai emeras, sans trêve la nuit et le jour. Agrupon, qui ne dort pas. Et dans les Leipzana Historica, un recueil qu'il a publié dans l'année 1864, Nuctos kai photos agrupnos, qui travaille la nuit et le jour. Nous sommes maintenant en mesure de reconstituer la manière d'agir, modus operandi, du faussaire. Il a choisi, à partir d'un certain nombre de sources, les phrases et les formules à utiliser et à connecter en modifiant ça et là les modèles. Pour l'exorde, il a pris comme base deux ouvrages depuis longtemps oubliés. D'un côté, la géographie générale comparée de Ritter et de l'autre côté, la peinture sacrée de Denis de Fournat. Par ailleurs, il a subi l'attraction des premières lignes de Strabon, c'est évident, c'est-à-dire l'exorde d'un ouvrage que les anciens considéraient le plus proche du grand livre d'Artémidore, Marcien le dit très clairement, et qui est le seul traité de géographie ancienne subsistant pour nous. Encore, on a montré plus haut que c'est l'Artémidore de Kufner qui a pu donner à Simonides l'idée de créer un long fragment qui se prétend d'Artémidore, un fragment où le géographe d'Éphèse s'exprimerait en même temps en géographe et en philosophe. Ce constat offre une conclusion satisfaisante à notre enquête sur l'origine du papyrus d'Artémidore et sur la façon de travailler de son auteur. Il y a une logique dans cette création. Et il est vain d'exclamer « mais que de sources ». Ce n'est tout simplement là que la bibliothèque usuelle d'un dilettante qui était en même temps un patriote grec, un faussaire de génie. L'emphase visait à faire du papyrus d'Artémidore à peine moins d'un prodige au moment où on l'a montré au public en 2006. Un prodige à cause des figures qui en faisaient un chef-d'œuvre d'art. Tout cela, non seulement a servi à faire monter à pas de géant le prix de vente de cet objet, mais a créé la théorie un peu ridicule des 3 vies du papyrus. Désormais, une fois enterrée la théorie des 3 vies, jeté aux orties le masque dont serait sorti le papyrus, mis à la fosse commune le convolute qu'on lui a substitué en 2008 et qui s'est révélé un photomontage,
le prétendu objet unique se décompose en 3 parties, artificiellement tenues ensemble, grâce au bestiaire fantaisiste qui figure sur le verso et qui n'a sans doute d'autre raison d'être que de faire croire à l'unité originelle du rouleau. Les 3 parties sont le périple de l'Espagne, l'éloge de la géographie, identique à la philosophie, et les planches anatomiques. Les planches anatomiques que vous avez vues, les voilà. Non, j'espère. Non, ça ne fonctionne plus. Bon. Si. La machine est en panne. Les pieds et les mains, comme vous avez peut-être encore dans les yeux ce miracle. Les planches anatomiques. Pourquoi les planches anatomiques? On le comprend bien. Le traité de Denis de Fournat était riche de planches anatomiques. Il montrait les mesures, la tête et la 9e partie du corps humain. Il y avait les portraits des autres moines. Donc c'était un texte illustré qu'il a bien connu et a diffusé et vendu au pauvre Durand. En tout cas, les planches anatomiques du traité qu'il avait esquissé mais pas terminé sont identiques aux planches du traité Nouvelle méthode pour apprendre à dessiner sans maître de M. Jombert, 1740. Tels sont les 3 ingrédients distincts et tous simonidéens qu'une main récente a monstrueusement assemblés. Il est donc grand temps de se souvenir des 3 créations de Simonides qui ont disparu du fond des papyrus conservés au musée de Liverpool. Le témoignage de M. Farrer, un savant anglais qui a visité la collection Simonides en 1906, dit le suivant, guillemets, « Il y a aussi, dans la collection Simonides à Liverpool, 3 rouleaux qui n'ont pas encore été déroulés, usés, fragiles, semblables à d'énormes cigares. Qui sait quel précieux secret de l'Antiquité il renferme? » En 2007, j'ai visité cette collection. Les 3 rouleaux n'étaient plus là. Il n'est pas facile d'établir quand a eu lieu cette disparition. J'ai mené une petite enquête, mais le résultat, c'est pas simple d'obtenir des réponses. En tout cas, M. Ashley Cook, qui est actuellement le directeur de cette collection, dit que de la fin des années 80 jusqu'à 2003, le conservateur des papyrus de Liverpool était M. Piotr Bienkowski, maintenant professeur à l'Université de Manchester et en même temps directeur du projet Arabi dans le désert du Negev. Bienkowski se souvient de quelques cigares de papyrus, il m'a écrit en 2009, qui étaient de son temps à Liverpool, mais il ne se rappelle aucun détail supplémentaire. Ce qui est en tout cas certain, c'est que le vrai texte d'Artémidore, la vraie géographie d'Artémidore, n'a rien à voir avec les 3 papyrus que vous voyez,
ni avec celui qui porte son nom. Le secret de l'assemblage des 3 cigares, unifiés par l'auteur du bestiaire, se cache dans le verso. Le seul argument adopté en défense de la théorie que c'est un seul papyrus qui comprend l'ensemble des morceaux que j'ai montrés, le seul argument c'est sur le verso, il y a des figures d'animaux, d'un bout à l'autre. Donc, il s'agit d'un seul rouleau. Vous comprenez bien qu'il faut ajouter un bestiaire sur le verso pour montrer qu'il s'agit d'un seul rouleau. Le secret de l'assemblage se cache dans le verso. L'auteur du bestiaire, que j'appelle le dernier faussaire, est à rechercher peut-être parmi les acolytes du vendeur, les marchands d'antiquités qui habitent Hambourg. Les 3 cigares disparus de Liverpool, inachevés à cause de l'incident qui a provoqué les taches d'encre sur le verso, appelé d'une façon parascientifique Spiegelschrift, écriture à miroir, furent ainsi achevés 1 siècle après la dérobade de Simonides. Idée à sa façon géniale du dernier faussaire, celle de créer un bestiaire illustré qui aurait dû assurer l'unité de l'objet à lancer dans le commerce. Objet de dimension et de contenu abnorme, et pourtant susceptible de faire dupe les amateurs, et comme à l'époque de Dindorf, un certain nombre de professeurs. Et donc on comprend bien pourquoi l'analyse chimique de l'encre du verso a été jusqu'à présent interdite. Merci. Je remercie très vivement Luciano Canfora pour, je dirais, ce résumé absolument sans commentaire, précis, avec une rigueur de méthode extraordinaire qui est arrivée jusqu'à, je dirais, à la dernière étape, dernière marche qui manque, l'analyse chimique de l'encre. Je l'ai demandé plusieurs fois d'ailleurs. Ce qui est beau pour ce séminaire, comme vous l'avez vu, on a presque changé de genre littéraire. On pourrait dire qu'on est dans la plus haute philologie et aussi dans le plus fin roman policier de notre temps. Sans référence évidemment aux enquêtes en cours. Mais la question qui se pose en même temps, que Luciano Canfora vous a déployée à partir de 3 ensembles, de 3 fragments, c'est aussi, je dirais, presque le miroir de ces compétences. Vous trouvez ce faussaire d'abord là où il travaillait, mais vous le trouvez aussi au Mont Athos, vous le trouvez à Paris, vous le trouvez à Londres, en train du reste de vendre ses collections à l'Académie de Saint-Pétersbourg, à un savant français, etc. Il y a une reconstitution de la culture européenne. En écoutant, l'espace se resserre, les temps également, tout est présent. On a une certaine admiration du reste pour Simonidis, il faut bien le dire. Oui. Sa capacité d'entrer justement dans les lacunes, dans les parties qui manquent pour recréer une espèce de continuité, le besoin de continuité, le besoin justement d'associer géographie et philosophie. En effet, il a obtenu ce qu'il voulait.
ce qu'il voulait. Là, il y a quelque chose de fondamental. Et je me rappelle aussi, pour la partie, comme j'ai suivi simplement avec beaucoup de passion et de participation, d'empathie, cette bataille philologique, je me rappelle aussi le moment où vous avez vu dans la première diapositive ce visage assez extraordinaire, on dirait un Jupiter, un Zéus. Est-ce qu'on peut peut-être revenir à la première? Et eh bien, une savante historienne de l'art de Bologne avait pu montrer, le professeur Ottani Cavina, qu'il s'agissait très vraisemblablement, là aussi, non seulement de la partie, disons, Mont Athos, mais de copies de dessins venant de la Renaissance italienne qui circulaient. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment ramassé, comment dirais-je, l'unité culturelle de la tradition classique et sa réception au XIXe siècle. Alors, le grand protagoniste du XIXe siècle, vraiment... C'est le faux. Oui, voilà. Et ceci ouvrirait une autre grande discussion, à savoir la fabrication de faux au XIXe siècle pour ainsi dire, répondre aux besoins d'une nouvelle classe bourgeoise qui doit un peu habiller ces maisons, de sorte que quelquefois on trouve encore aujourd'hui dans des musées différents, évidemment avec une certaine distance l'un de l'autre, des tableaux qui sont absolument identiques et qui sont prétendus comme véritables, etc. Donc cette immense, je dirais, renaissance de l'art classique par le faux au XIXe siècle mérite en effet une vraie étude. Et là, nous avons, je dirais, et c'est ici que la méthode de Luciano Canfora nous montre la valeur, je dirais, de la mémoire des textes. Alors, il y a déjà quelqu'un qui a une mémoire des textes fondamentaux, mais vous voyez comment ce texte, ce papyrus, réunit avec une grande finesse des témoignages, des traditions différentes, surtout, je dirais, des manques qu'il faut combler pour en donner, comment dirais-je, une espèce de somme, qu'on pourrait presque dire autobiographique. C'est là qu'il voulait dépeindre son autoportrait de chercheur. Oui, il a écrit une autobiographie en grec, en simulant que c'était l'œuvre de notre personnage. Et là, il s'est attribué une série de voyages qu'il n'a jamais fait, qui sont les mêmes que Artémidore avait fait selon Strabon. Il y a une page de Strabon qui dit Artémidore a visité ça et ça et ça. Il dit de soi-même, j'ai visité tout cela, sans dire, voyez Strabon. Donc il s'identifie avec Artémidore. C'est le comble de sa carrière. C'est un exemple magnifique. Si on avait la capacité d'écrire des nouvelles vies parallèles, on pourrait mettre Simonidis avec Jules Verne pour voir comment les deux, qui ont une parfaite capacité de maîtriser les sciences de leur temps, ont reconstitué un monde. Je voulais juste pour commencer notre débat, et comme il y a des spécialistes que je salue, Alain Schnapp et tes élèves également dans la salle, qui auront des questions bien plus pertinentes que les miennes, juste demander une précision concernant cette série de monstres ou de portraits d'animaux qui sont donc comme une espèce de manière de coller les trois fragments. Est-ce qu'on sait d'où le dernier qui a essayé d'achever pour porter à unité ces fragments, d'où il a pu tirer? Quel était le modèle? Est-ce qu'on sait enfin, les mosaïques de Palestrina, par exemple, on l'a identifié. Les traits modernes de ces figures animalesques frappent
immédiatement l'œil. Il y a un chien, par exemple, qui est appelé castor. C'est curieux, castor. On pense immédiatement à Pollux. Et ça, je m'excuse, mais ça ressemble à une figure de Walt Disney. Ce chien qui a un visage intelligent, il clique l'œil. Donc, c'est quelque chose de très moderne. En même temps, on peut identifier une faute philologique comme tigros, par exemple. Ça, c'est ridicule parce qu'en grec, il n'existe pas tigros au masculin. C'est un oiseau, rapace. La légende dit Aegilops. Mais Aegilops, c'est le nom d'une herbe. C'est Aegipops, l'oiseau en question. Les deux mots, Aegilops, Aegipops, figurent l'un à côté de l'autre dans le grand lexique qui s'appelle Etymologicum Magnum. Et voilà. C'est magnifique. Alors, bon, en attendant de poser d'autres questions, je voudrais peut-être encore te demander de revenir. C'est une partie évidemment un peu plus, comment dirais-je, érudite, mais fondamentale, qui, si mes souvenirs sont bons, a été à la base de ta mise en question de ce papyrus, c'est-à-dire les nombreux termes, notamment d'art militaire, si mes souvenirs sont bons, qui n'appartiennent pas à l'époque où le texte aurait dû être rédigé, mais qui sont tardifs. Alors là, tu avais déployé toute une philologie d'art militaire extraordinaire. C'est vrai. On peut partir du vrai Simonides, le Simonides attesté, Uranios. Ce texte est immense, 80 feuillets de parchemin qu'il a vendu à M. Dindorf et à son tour, Dindorf l'a vendu à l'Académie. La presse française était aux anges à ce moment-là. On pouvait dire, voyez, l'Académie de Berlin, quel désastre. Et c'était le Gotha, pour ainsi dire, de la philologie de l'époque. Bien. Là, dans la préface, on lit « kat emen idean ». Ça n'existe pas en grec. Il voulait dire « à mon sentiment ». « Kat emen idean ». Dans le papyrus en question, au début, la théorie que la géographie et la philosophie est démontrée à travers un raisonnement curieux. Pourquoi la géographie et la philosophie? Parce que la géographie aussi a ses armes. Le terme arme, hopla, est caractéristique de la théologie byzantine qui soutient qu'il y a des armes à la base de la théologie. Mais il n'est pas content d'adopter ce terme. Il ajoute hopla memeigmena, des armes mélangées. J'ai fait une petite recherche sur ce sujet. Arme hopla memeigmena est impossible en grec, parce que qu'est-ce que veut dire hopla memeigmena? Un couteau, un fusil, un pistolet ensemble, une poignée. Mixed weapons, armes mélangées, se trouve 500 fois en anglais, 380 fois en français, quantité immense de fois en allemand. Donc c'est une expression moderne pour dire armé jusqu'au bout. Je suis armé complètement. Les armes mélangées.
le trésor de la langue grecque nous permet de constater qu'il n'y a jamais en grec l'expression hopla memeigmena, qui en effet ne veut dire rien. D'autant plus que les corps militaires se caractérisaient par une seule arme. Il y avait les hoplites, les marins, etc. Donc il n'y avait pas quelqu'un comme les klefti, les partisans grecs contre la turcocratie, dont les figures montrent des personnages complètement couverts d'armes. Encore une fois, il a dans la tête des sujets modernes. J'ai publié un certain nombre de figures d'époque. Il y a des textes sur l'histoire de la Grèce au XIXe, et les klefti sont toujours là parce que c'est une catégorie héroïque et appréciée, et ils sont toujours armés d'une façon mélangée. Donc, hopla memeigmena, c'est comme kat emen idean. C'est une forme moderne qui s'est cachée dans un texte parce qu'il est impossible qu'un faussaire soit capable de penser en grec ancien. À un certain moment, il doit céder à son langage. Et c'est le moment où nous pouvons le découvrir. Les armes sont là. Les mots, donc, il dit je suis prêt à combattre pour la science, etc. En effet, si la géographie se tait et igar siopa geographia, elle parle quand même la lei c'est curieux parce que ça veut dire bavarde, mais la lei. Tois idiois dogmasin, avec ses propres dogmes. Et pourquoi pas, tigarouk. Engista kai tosauta memeigmena peri heuten opla bastazei. En effet, elle a tout près de soi et en grande quantité sur soi, peri heuten, sur son corps, bastazei, elle est sous le poids d'une quantité d'armes mélangées. Tosauta memeigmena peri heuten opla bastazei. Et il poursuit. Proston genomenon tes epistemes memochte menon ponon. Ça, c'est le désastre. Parce que ça veut dire la géographie, de même que la philosophie, est couverte d'armes mélangées. En vue du combat, proston ponon, tes épistèmes de la science, genomenon memochthemenon, qui est devenu fatigant. Et or, en grec, genomenon, c'est impossible. Proston memochthemenon ponon, ou proston genomenon ponon, mais genomenon memochthemenon ensemble, c'est insoutenable. Un ami de Simonides, qui était étudiant de théologie à Leipzig, il habitait chez lui, a essayé de lui enseigner le grec ancien. Et il était à un certain degré complice de Simonides. C'est lui qui a dévoilé la question Uranios, parce qu'il a montré un livre où Simonides avait la base pour sa création et il avait ajouté ça et là des mots qui se retrouvent sur le parchemin. Mais il ajoute dans un mémoire qui existe en allemand, M. Simonides n'en voulait pas du grec ancien. C'était un élève qui ne supportait pas d'être contraint d'apprendre Démosthène, Platon plus tard. Il aimait la langue byzantine, en effet, c'était sa science, la science théologique. Il avait étudié à l'île de Chalki, près de Constantinople, était élève de l'école théologique. Ensuite, en Égypte, il est devenu évêque de son église. Et il a publié une énorme quantité de traités théologiques, les 4 traités présentés comme œuvres de Nicolas de Méton,
Or, Nicolas de Meton existe, mais il n'avait pas écrit ce qu'il présente comme œuvre de Nicolas de Meton. Et là, il est à son aise, parce que c'est la langue théologique qu'il domine magnifiquement. Mais Démosthène, c'était plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il a fait, ça et là, des bévues. Un auteur anglais qui s'appelle Peirce a écrit des romans assez intelligents sur les faussaires dans le domaine de l'histoire de l'art. Le cas Raffaello, par exemple. Et c'est un roman agréable. Et là, il dit à un certain moment, personne est en mesure de devenir Raffaello. J'imite Raffaello, mais il y a un point où je dois révéler ma personne moderne, ma personnalité. Dans le domaine des textes, c'est le même. Simonides était un personnage très connu dans l'histoire de la philologie classique de Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, publié en 1921. On trouve le personnage, il ne dit pas son nom, mais il dit « Un grec a essayé de tromper même l'Académie de Berlin ». Et l'Académie de Berlin, ça veut dire Theodor Mommsen, qui était le beau-père de Wilamowitz. Et c'était justement l'établissement le plus remarquable dans le domaine de l'Antiquité classique. Et Wilamowitz dit, il a essayé de tromper l'Académie, mais on l'a découvert, parce que c'est impossible de devenir ancien, de se faire complètement ancien. Et c'est justement la question de kat emen idean. On l'a dévoilé à cause de ces mots qui se trouvent d'ailleurs au début du texte. Malheureusement, Dindorf a publié l'édition critique d'Uranios. Dindorf, qui est celui qui a complété, pour ainsi dire, le trésor de la langue grecque d'Étienne et compagnie, donc un grand connaisseur de la langue, avec Karl Benedict Hase et d'autres, donc personnages. Il a publié un texte où il lisait Kat emen idean sans s'apercevoir. Il y a dans les bibliothèques 6-7 exemplaires de cette édition qu'il a retiré du commerce immédiatement au moment où il a dévoilé l'incident terrible qui avait, pour ainsi dire, déparé sa gloire de philologue. Mais c'est intéressant de consulter cette édition. J'ai une copie de cette édition qui, tôt ou tard, sera publiée. Magnifique. Je te remercie infiniment. Ce complément est absolument, je dirais, non seulement pertinent, mais presque vertigineux. Et on pourrait même faire un séminaire pour montrer comment cette incise, kat emen idean, qui est devenue pour nous l'affirmation du sujet qui parle, n'a plus le sentiment, en tout cas au moins platonicien, que les idées se trouvent là-haut et pas dans l'expression individuelle, singulière d'un avis, d'une impression, d'un projet personnel. C'est vraiment quelque chose de très étonnant et qui montre comment l'histoire travaille les mots. Encore récemment, j'avais pris position pour, je vous dis ça parce que ça complète un peu, sur la valeur des témoins imprimés, quand ces témoins imprimés le sont à l'époque de l'auteur. Alors que quelquefois, les manuscrits, dont on ne sait pas vraiment le degré de pertinence et de précision, portent des variantes. Alors, dans ce cas-là, spécifique, il y a le pauvre Tasse en prison à Sainte-Anne qui est obligé de revoir ces manuscrits contenant les dialogues. Alors, il n'a pas tous les manuscrits, donc il se sert, par exemple, des imprimés
qui paraît, c'est un homme qui est déjà célèbre. Montaigne lui rend visite dans son voyage en Italie en 1580 et il tracera un portrait troublant de la personne du Tasse dans les essais pendant le voyage en Italie, c'est-à-dire qu'il lui semblait que la personne du Tasse était plus importante qu'un résumé de voyage, et donc il le place dans les essais en revenant en France. Mais alors, pour ce qui est du Tasse, il y a un texte qui traite dans ses dialogues la théorie de l'amour, et le texte imprimé que le Tasse a et qu'il corrige, le texte imprimé dit que la beauté n'est pas l'effet du toucher. Et alors, le philologue moderne dit « Ah, mais bravo, le Tasse, c'est un platonicien tout à fait digne. » Seulement, le texte, nous, on est devenus tellement fils de notre temps, on s'est contenté, alors je suis obligé de le citer dans le texte italien, « La bellezza non è oggetto del tatto ». Pour nous, c'est très bien, voilà un bon platonicien. Mais pour l'époque du Tasse et pour la théorie platonicienne à laquelle il appartenait, c'est presque blasphématoire. Car le texte dit, en réalité, la bellezza non è oggetto del tutto. La beauté ne peut pas être un objet. Elle ne peut pas absolument être un objet, parce qu'elle est une idole dans la théorie à laquelle le Tasse se réfère. Donc, vous voyez, là aussi, heureusement, il n'y a pas eu de faussaire dans ce cas, mais déjà l'édition critique montre qu'on est malheureusement fils de notre temps, et nous nous contentons de dire la beauté n'est pas l'objet du toucher. Bon, on revient donc à ce magnifique détail. J'ajouterai encore une anecdote, parce que là, comme ça nous permet de convoquer des témoins importants. On avait commencé, quand j'enseignais à l'Université de Genève, pardonnez-moi cette anecdote qui ne me concerne pas, mais qui concerne des maîtres vénérables, avec un séminaire sur l'idée ou l'image plutôt de la Révolution française dans les différentes littératures du XIXe siècle. La chose avait très bien fonctionné. Il y avait Jean Starobinski, Bronislaw Bajko, George Steiner. Vous voyez déjà quel contexte. Et après, on avait dit, maintenant, il faudrait continuer. Et alors, on se retrouve, on fait 4 ou 5 séances, et à la fin, on avait dit, bon, pour comprendre ce que le XIXe siècle a produit, voilà, on s'accorde les manifestes. Les manifestes, parce que c'est à partir justement des grands manifestes du 19e, et notamment le manifeste du Parti communiste, que l'histoire de l'Europe a changé. Après quoi, George Steiner se lève et dit d'une voix souriante et ironique, comme il fait souvent, « Mais, chers collègues, et après les manifestes, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est à ce moment-là que Bronislaw Bajko, grand historien des Lumières, dit « Chers collègues, vous avez raison. Après les manifestes, la seule chose qu'on peut faire, ce serait un séminaire sur le faux. » Voilà. Ton développement montre bien que peut-être, l'idée de George Steiner n'était pas fausse. Voilà. Bon, je termine avec cette anecdote qui m'a simplement permis d'évoquer des grands maîtres. Je laisse la parole. Je sais bien qu'il y aura plusieurs curiosités. Oui, monsieur ?